Alors, bonjour tout le monde. Merci de vous être logués entre le 1er et le 8 mai. Avant de présenter Géraldine, que vous voyez tous, j'ai mise en avant, je vais vous faire quelques points d'avancée du collectif. On vous a envoyé un questionnaire pour savoir sur quoi vous vouliez faire les états généraux. Écrasante majorité pour santé environnementale, en tout cas accord, plus de 85%. Il n'en demeure pas moins qu'on a eu une réunion avec une femme de santé qui va nous aider pour la recherche bibliographique. Et en fait, vous avez aussi quand même voulu continuer à travailler à la fois sur nous, actrices de santé, et sur nous, femmes, en tout cas santé de la femme. Et du coup, on a réussi à orienter les états généraux autour de 2 gros axes qui vont être en gros tout ce qu'entraîne, on a centré santé environnementale plutôt avec son aspect extérieur. Tout ce qui entraîne sur la santé de la femme, y compris la périnate, donc enfant des 100 premiers jours, parce que c'était des demandes que vous aviez et on s'est dit que c'était quand même des enjeux majeurs et qu'on ne pouvait pas ne pas travailler dessus, nous les femmes de santé, dans la continuité de nos travaux sur la santé de la femme. Et le deuxième volet, c'est qu'effectivement, on est des actrices responsables en santé et en santé environnementale, et que notre secteur est un pollueur, et qu'il y a un moment, il va falloir qu'on regarde un peu ce qu'on peut faire, nous, femmes de santé, pour qu'on dépollue un peu la santé. Donc, ça va être les 2 axes. On vous confirmera ça, mais en tout cas, dans la recherche bibliographique, c'est là-dessus qu'on va aller pour voir un peu ce qui se passe. Deuxième point, 24 mai, révélation des femmes de santé sur le stand de la FHF, avec en principe la venue de la ministre de l'Égalité et la venue du ministre de la Fonction publique, qui vont venir et qui supportent, entre guillemets, au sens supporter, l'événement. Nous ne sommes pas politisés, mais avoir les ministres qui nous soutiennent est important. Le deuxième point, c'est que c'est à midi et quart, le 24, sur le stand de la Fédération hospitalière de France, qui est partenaire de l'événement, et nous les remercions de nous accueillir. Donc, il y aura un petit pot offert derrière par la FHF pour celles et ceux qui veulent en profiter pour aller boire un pot après la révélation. Midi et quart, 3/4 d'heure, par les femmes de santé, pour les femmes de santé. Voilà. Maintenant, on parle de Géraldine. Merci. Alors, Géraldine Mercier, je tiens à le dire, est une femme de santé. Elle est docteure en biologie. Et j'ai rencontré Géraldine, pas femme de santé, en DEA. On a fait notre DEA à l'Institut Curie et à Orsay ensemble. Et elle a été une des pionnières sur les chips à ADN, les chips, les fameuses, dans le séquençage du génome, au moment où on commençait un peu à être dessus. Et c'est une des pionnières de ça. Donc, elle a commencé par faire du conseil après son doctorat en innovation en santé, en biologie. Et ensuite, elle travaillait aussi sur des startups et dans le développement de molécules, en neurosciences sur les maladies neurodégénératives. Et puis au bout d'un moment, elle est partie et elle a fait 10 ans chez Roche. Où elle a été risk manager, elle est partie ensuite dans la finance. Et en fait, tu te définis un peu comme un consultant interne sur plein de sujets. Donc, tu étais déjà presque une intrapreneuse, en fait, finalement. Tu étais un peu un électron libre. Et puis, ensuite, en 2017, tu as une petite révélation. Tu t'alignes avec toi-même. Enfin, en tout cas, tu sens que tu as un besoin d'alignement. Tu pars faire la formation de coaching à HEC en 2017, qui était encore pas très, 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 très connue encore. Et tu démissionnes, voilà. Et tu démissionnes aussi parce que tu as un enjeu de santé, hein. J'ai le droit de le dire, tu te chopes la maladie de Lyme. C'est ça, hein, que tu m'as... Ouais, ouais. Et parce que tu as besoin de t'aligner. Et tout ça faisant, voilà, c'est ça. Ouais. Tu t'alignes et tu pars faire ce parcours pour bien comprendre ce qui te passionne. Et on y vient. C'est ce qui nous met en mouvement. Alors, ça fait bizarre quand même d'avoir quelqu'un qui te dit en face de toi, je te connais bien, hein, je me permets, moi j'aime ce qui me met en mouvement. Et là, tu te dis, wouh, de quoi elle me parle? Et en fait, pas du tout. En fait, c'est très clair. T'aimes ce qui met en mouvement dans la tête, donc ce qui fait avancer, et t'aimes ce qui est en mouvement dans le corps, parce que tu penses effectivement qu'on est un tout. Et tu aimes utiliser le corps pour se mettre en mouvement et servir l'intelligence. Voilà, c'était ces mots que tu m'as dit. Et enfin, dans ta vision des choses, tu relis le corps, le cœur et l'esprit, parce que ça, moi, je te connais, la générosité fait partie intégrante de ta personnalité. Tu aimes avant tout, dans ton côté perso,
la danse, les activités de liberté et la voile. Et aujourd'hui, tu vas nous apprendre, avec tout ce bagage hétéroclite et merveilleux, à dire ah, j'ai peut-être oublié aussi de dire, tu es normalienne en plus, hein, avant ça. Ça n'enlève pas, ça n'enlève rien à ton CV. Tu vas aujourd'hui nous apprendre à dire non autrement que non ou que non. Ben, bref, à dire un non honnête, franc et même généreux parfois. Merci pour ça. Merci beaucoup, Alice, pour cette généreuse introduction. Voilà, je suis un mélange, vous avez compris, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et de se mettre en mouvement parce que discuter de savoir dire non, et vous allez le voir, c'est lié aussi de l'art de dire oui à ce qui est important pour soi, ça met en mouvement forcément. Donc, j'ai pas de présentation, mais j'ai quand même des petits, voilà, des petits supports papier. Je suis scientifique de formation. Techniquement, le mot non, c'est une syllabe, 3 lettres. Techniquement, on est capable de le dire. Vous pouvez même le redire là maintenant, non. Ce n'est pas un mot hyper compliqué à dire. Donc, quand on y pense, en soi, ce n'est pas difficile. Alors, pourquoi ? Pourquoi, si vous êtes là aujourd'hui, savoir dire non, c'est qu'il y a peut-être des choses qui vous empêchent de le dire de manière facile, justement, respectueuse, et que ce n'est pas un gros non agressif, que ce n'est pas un non timide. Donc, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui parce que je suis passionnée par ce sujet. Parce qu'en fait, ça paraît simple comme ça, et je viens de le dire, techniquement, savoir dire non, ce n'est pas compliqué. Et en même temps, quand on creuse le sujet, donc on va y venir, c'est un sujet fondamental. Parce que ça parle de l'identité de soi-même, ça parle de ses limites, ça parle de la gestion de l'énergie et de son temps, ça parle de ce qui est plus important pour soi, ça parle de la relation à soi-même, ça parle de la relation aux autres, et de manière générale, ça parle de la relation au monde. Donc en fait, voilà, je dis tout ça parce que 15 minutes, c'est hyper court, c'est un sujet qui me passionne, je pourrais parler des heures, et en même temps, 15 minutes, c'est bien, parce que ça m'a un peu forcée à essayer d'être concise et d'aller à l'essentiel. Donc, je vais essayer de rester dans le timing des 15 minutes, et aussi, on a 15 minutes, tu confirmes, Alice, de questions et d'échanges. On pourra aller un peu plus en profondeur. Donc, pendant que je vais parler, là, je vous dirai ça, vous pouvez peut-être le garder pour les questions, vous verrez si ça vous intéresse. Et pour que ce soit le plus concret pour vous possible, pour que vous ayez un fil en fait pendant ces 15 minutes, je vous propose de penser à 2 situations concrètes pour vous. La première, c'est quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez dit oui à une demande, alors que vous pensiez au départ dire non, ou alors que vous avez dit oui spontanément, et qu'après coup, vous avez regretté de dire oui, parce que vous vous rendez compte qu'il aurait mieux fallu dire non. Première situation. Juste quelques secondes pour réfléchir à ça. Ça peut être assez récent ou ça peut être quelque chose de plus ancien mais qui vous a marqué. Donc mettez-le de côté aussi. Deuxième situation, la dernière fois que vous avez dit non, très facilement. Voilà, on reste avec ces 2 situations. Je vous laisse aussi quelques secondes pour y réfléchir. Si vous avez besoin de l'écrire quelque part pour ne pas l'oublier, je vous laisse le faire. On y reviendra tout à l'heure. Et peut-être vous vous dites, d'ailleurs, si vous avez déjà les 2 exemples, c'est le point que je veux amener aussi. Si vous avez une situation où c'était compliqué, vous avez une situation où c'était quand même beaucoup plus facile, ou même très facile, où c'était fluide, vous n'avez même pas réalisé que tellement c'était facile, finalement, quand j'entends en tant que coach des personnes qui me disent « je ne sais pas dire non », tout de suite, j'amène ça parce qu'en fait, c'est très mauvais de généraliser parce qu'on s'aperçoit que ça peut être très situation dépendant. Donc déjà de relativiser, de dire en fait c'est dans certaines situations, avec certaines personnes, dans un certain cadre, dans un certain moment, etc. Donc essayez de voir un petit peu ça, de se dire mais en fait je suis peut-être un petit peu, je m'auto-flagelle peut-être avec moi-même si je me dis je ne sais pas dire non. Ensuite, premier point. Pourquoi c'est si difficile de dire non? Alors c'est là on pourrait y passer des heures. Donc je vais vous demander de repenser à la première situation là,
où finalement vous avez dit oui et vous voulez dire non, etc. Ce qui s'est passé pour vous en termes de ressenti et d'émotion. Alors peut-être vous avez tout de suite les mots qui viennent, peut-être pas, c'est pas grave, on en reparlera dans les questions. Mais juste de voir en fait qu'est-ce qui a pu vous empêcher de dire non. Peut-être vous avez un début de réponse. On y reviendra, mais grosso modo, il y a 2 catégories. Et la première catégorie, on est vraiment au cœur du problème. Parce qu'en fait, ce n'est pas dire non qui est compliqué, c'est la peur de l'impact du non sur l'autre. Donc ça, c'est vraiment la première information hyper importante. Et surtout, quand on est hyper empathique, on se met à la place de l'autre. Et on est parfois même plus proche des émotions des autres que les siennes. Donc on anticipe les émotions désagréables de l'autre. Parce que, voilà, ce n'est pas forcément agréable de recevoir un non. Donc ça, c'est première chose, peur de l'impact du non sur les autres. Coucou, je ne sais pas qui me dit, voilà, Inès, bonjour. Donc, anticipation de la réaction des autres et de l'impact que ça peut avoir sur la relation. Et si on extrapole en scénario catastrophe, parce que parfois on fait ça, hein, on pense tout de suite à mais si, et si, et si, et si, peur de détruire la relation. Et donc, si on va même plus loin que ça, et on en rediscutera tout à l'heure de ce qui a pu vous empêcher de dire non, le non est finalement dire non est finalement lié à notre besoin en tant qu'être humain d'appartenance, et donc la grande, grande peur d'être rejeté. On y reviendra. Deuxième grand groupe, en fait, qui peut nous empêcher de dire non, ce qu'on appelle en très bon français le FOMO, donc en anglais Fear of Missing Out, peut-être vous avez déjà vu cet acronyme quelque part. En fait, c'est la peur de rater quelque chose, la peur de manquer quelque chose, surtout dans un monde là où on est stimulé énormément d'informations. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'adore ouvrir, j'adore découvrir, j'adore apprendre des nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, des nouvelles idées, donc je suis toujours à fond sur plein d'opportunités. J'ai ce besoin d'ouverture, hein, donc il est lié vraiment à mon besoin fondamental. On l'a tous plus ou moins, à des degrés très différents. Mais du coup, cette peur de manquer peut m'empêcher de dire non, parce que je suis toujours prête à découvrir des nouvelles choses et à apprendre. Donc par rapport à ça, le point que je veux vous dire, c'est qu'on peut être conditionné. On peut être conditionné à dire oui. On ne s'en rend pas forcément compte, on n'en a peut-être pas forcément conscience. Et comme on est dans un groupe de femmes, j'en rajoute qu'en tant que femme, on peut, de manière générale, en tendance, plus que les hommes, à être conditionnés. Notamment en tant que coach, je travaille pas mal avec l'analyse transactionnelle et les 5 drivers ou les 5 petites voix ou les 5 messages contraignants, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, dont un qui est fait plaisir. Et il se trouve que la majorité de mes clientes en coaching, la petite voix fait plaisir, qu'on a consciemment ou inconsciemment à l'intérieur de nous qui nous programme, elle est très, très présente. Donc, faire plaisir à quelqu'un, dire non, c'est complètement antinomique. Donc, en fait, si notre cerveau il est programmé pour faire plaisir à l'autre, le non, il fait bugger notre système, en fait. Donc, même si vous vous étiez dit avant, oui, je vais dire non, il y a un moment où ça bug complètement. Et on en rediscutera peut-être pendant les questions, mais aussi on peut être, par rapport aux émotions, on peut être pas mal conditionné. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les petites filles et les petits garçons, la grosse tendance, c'est que les garçons, on leur dit tu as le droit d'être en colère, mais tu n'as pas le droit d'être triste. Et les filles, c'est un peu l'inverse. Ouais, tu as le droit de pleurer, c'est bon, c'est normal, tu es une fille, mais alors être en colère, non, une fille, elle n'est pas en colère. Et le non, il est là, on va le voir après, pour donner ses limites. Et donc, la colère est aussi une émotion qui dit là, stop, ça va trop loin, limite. Donc ça, vous allez pouvoir aussi réfléchir à comment, socialement, culturellement, avec votre éducation, on vous a finalement, enfin, conditionné, ou vous êtes vous-même conditionné, parce que c'est les normes culturelles, on n'a pas forcément conscience, que dire non, ça ne faisait pas partie de votre programme. Et vous pouvez prendre l'image de l'ordinateur programme Windows ou programme, je ne sais pas, iOS de Mac. On est tous conditionnés, on a tous un programme et une habitude à faire. Donc ça, premier point, très important, et c'est la base de tout, mais on ne va pas le régler maintenant en 10 minutes ou un quart d'heure ou une demi-heure, c'est reconnaître ce qui vous a empêché de dire non ou connaître de manière générale vos freins à dire non. Ça, c'est la première chose, c'est la prise de conscience de vos blocages à dire non.
Et ce qui est génial avec les peurs, c'est que une fois qu'elles sont identifiées, on ne l'a pas complètement fait disparaître, mais elle a déjà perdu en amplitude parce que vous l'avez nommée et parce que vous avez pris une distance avec cette peur. Donc, premier type, connaître vraiment votre vraie peur par rapport au nom. Et donc, on va y revenir, mais repensez à votre situation numéro 1. Quelle était votre peur ou vos peurs? Deuxième type, c'est souvent on dit j'arrive pas à dire non à quelqu'un. Et là, j'aimerais vous dire qu'un des tips, c'est de vous reprogrammer, donc de vous reconditionner. À chaque fois, vous dites ah, j'arrive pas à dire non à cette personne, ou je n'ai pas dit non à cette personne. De vous dire c'est pas à une personne que vous dites non, c'est à une demande spécifique. Donc, si je prends mon petit schéma là, et que vous êtes le point bleu, alors, je ne sais pas si c'est voilà, le point bleu, l'autre personne, c'est le gros rond jaune. Déjà, vous ne dites pas non à cette personne. Vous ne dites pas non plus non à la relation. La relation, c'est le trait entre les deux. Moi, ça m'aide beaucoup. Je suis très visuelle et ça m'aide beaucoup de me dire, en fait, c'est ni l'un ni l'autre qui gagne. On est là, la communication, elle est là pour nourrir la relation. Mais vous dites non à une demande spécifique, très concrète de cette personne vers vous. Donc, c'est ça. Vous ne rejetez pas complètement l'autre personne en disant non. Et vous ne détruisez pas non plus complètement, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, la relation avec cette personne. Ça, c'est le deuxième type. Et c'est hyper important de se dire, je ne dis pas non à une personne, je ne dis pas non à la relation. Vous dites non à une demande spécifique. Donc, vous ne rejetez pas l'autre. Ensuite, là où je veux vous amener, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « Un oui ne vaut rien sans le non qui lui donne sa forme et sa limite. » Et c'est là où vraiment, c'est un des types principaux et que j'aime beaucoup travailler, c'est qu'en fait, il y a un vrai binôme. Le oui et le non sont liés, en fait. Donc vraiment, il faut vraiment les mettre tout le temps ensemble dans votre tête, non et oui. Et là, j'ai fait des petits schémas à l'avance. Si vous imaginez que le rond bleu, c'est vous, d'accord? Et que autour de vous, c'est l'environnement. Alors, l'environnement, ça peut être plein de choses. Ça peut être des personnes, des demandes, des stimulations, des idées. Enfin, bon, il y a tout ce qui vous entoure. Et vous êtes stimulé sans arrêt. C'est toutes les flèches qui vous font des demandes. Est-ce que tu peux faire ça? Oui, tiens, j'aimerais que ça. Etc., etc. Et j'aime bien travailler avec les scénarios extrêmes. Si vous êtes quelqu'un qui dit oui, donc qui ne dit jamais non, scénario extrême, vous dites jamais non, vous dites oui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a, du coup, en termes d'énergie et de temps, ça va être très compliqué à gérer. Vous imaginez si vous dites non à rien. Vous vous diluez, vous êtes effectivement dans une situation, vous êtes tout le temps ouverte à tout ce qui vous arrive, mais vous êtes dilué. Et on se disperse complètement. Et si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, en fait, on n'a pas d'identité. Si on dit oui à tout, on ne se définit que par la demande des autres, donc on n'existe pas par soi-même. Et puis, en termes d'énergie et de temps, c'est ce qui conduit au burn-out. Si on ne dit non à rien et oui à tout. Maintenant, si on prend l'extrême opposé, on dit non à tout et oui à rien. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un comportement de fermeture totale. Et bien là, on ne vit plus. On n'a plus d'identité non plus. Et là, si on pousse le comportement jusqu'au bout, c'est ce qui amène à la dépression. Ou on est dépressif, donc on dit oui à rien. On ne dit pas oui à la vie, on dit non à la vie et on dit non à rien du tout. Donc, comme vous imaginez, les deux scénarios ne sont pas du tout vivables. Enfin, ne sont pas durables. En tout cas, vu comment je les ai décrits, ce n'est pas du tout ce que vous désirez. Enfin, là, je me mets à votre place. Par contre, comme beaucoup de fois dans la vie, c'est une question d'équilibre. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a des moments où il va falloir dire non pour que vous ayez votre espace à vous et votre identité, et qu'il va falloir clairement que vous définissiez ce que vous laissez rentrer dans votre cercle. Donc, vous voyez, j'ai mis là un cercle bleu pour délimiter un espace. Donc, ça veut dire qu'il y a des limites. Ça veut dire qu'il y a, en termes de biologie, j'aime bien définir comme la membrane de la cellule. Vous imaginez que le rond bleu, c'est le noyau.
Et que du coup, en fait, il va falloir vous mettre vos propres règles. Qu'est-ce que je fais rentrer dans mon espace du oui? Qu'est-ce que je ne laisse pas rentrer? Et ça peut dépendre. Vous pouvez avoir votre espace professionnel, votre espace familial. Il peut changer en cours du temps. La taille du cercle peut diminuer, peut grandir. Enfin, après ça, c'est flexible. Ce n'est pas figé dans le temps. C'est vraiment pour donner le visuel qu'à un moment donné, il y a une limite. Sinon, ça n'est pas vivable. Donc, le troisième type, qui est vraiment le type essentiel dans ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que, en fait, c'est les vases communicants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous allez avoir une demande pour vous, dans votre espace-temps, dans votre espace, vous allez dire, eh ben non, je dis non à ce truc-là, pour pouvoir dire oui à autre chose. Parce qu'en fait, c'est ça, vraiment la règle, c'est que notre espace d'énergie, notre espace de temps, il est limité. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. On a tous 24 heures dans une journée, dans une nuit. Donc, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Et comme vous savez, choisir, c'est renoncer. Mais qu'en fait, moi, j'aime bien amener l'idée que c'est des vases communicants. Donc, je dis non à ça pour pouvoir dire oui à autre chose. Et il y a une autre citation que j'aime bien de Paulo Coelho qui dit « Quand tu dis oui aux autres ou à une demande, si on reprend mon type, sois sûr que tu ne dises pas non à toi-même. » Donc, par exemple, vous avez dit oui à ce tips de femme de santé. Vous avez dit oui, je viens à 12h30. Vous êtes sûrement dit, je dis oui à ça parce que je vais peut-être apprendre quelque chose, ça va peut-être avoir un impact positif sur ma vie, sur ma relation. Je veux savoir dire non pour quelque chose. Donc, en disant oui à venir ici, vous avez dit forcément non à quelque chose. Peut-être à déjeuner à 12h30 au soleil avec une amie ou n'importe quoi. Donc, en fait, à partir du moment où on choisit quelque chose, soit de dire non, soit de dire oui, c'est que du coup, on a fait un vrai choix. Le type numéro 4 qui découle de celui-ci, c'est que Et il te reste peu de minutes. Ok, définir son oui. Quand on dit je dis non à quelque chose pour pouvoir dire oui à autre chose, ça veut dire qu'on a déjà défini ce qui est important pour soi. Et ça, c'est là aussi où le travail du coaching est hyper important. Et j'aime bien dire, en fait, ce qui facilite de dire non. Donc, non pour un non, c'est le plus dur, comme je vous l'ai dit, parce que du coup, on a peur des émotions désagréables de l'autre, etc. Par contre, moi, par exemple, qui aime bouillant ouvrir, eh ben, je vais fermer avec un non, mais je vais fermer avec un non parce que je sais que je vais ouvrir vers autre chose après. Et c'est là où c'est important de se dire, je me donne du temps et de l'énergie pour ce qui est important pour moi, mais il faut définir ce que vous voulez mettre dans votre espace. Et ça, peut-être vous le connaissez déjà, peut-être vous ne le connaissez pas, mais je vous invite à le faire. Et ça, c'est vraiment connaître ce que j'appelle son minimum de bonheur vital. Que ce soit pour sa santé, pour son bien-être, le sens que vous donnez, enfin toute la mission. Et ensuite, ce sera mon dernier type, et ravi d'avoir vos questions par rapport à ça. C'est que, comme vous l'avez compris, c'est complètement OK de dire non en vous respectant vous, parce qu'en fait, vous respectez votre espace du oui. Et c'est aussi possible de dire non à quelqu'un en le respectant lui, en respectant aussi son espace. Parce que parfois, là j'ai repris le petit schéma des cercles, parfois notre espace du oui, je ne sais pas pourquoi, on se le fait plus petit que l'espace du oui de quelqu'un d'autre. Donc, on se dit qu'on est moins important, donc il faut absolument lui dire oui et pas non. Et non, en fait, on a autant d'espace, notre espace du oui, il est autant important pour soi que pour quelqu'un d'autre. Et donc, il y a des tips pour ça, pour pouvoir dire en termes de communication, de le dire de manière complètement respectueuse. Et je vais finir par cet exemple-là. Comme ça, après, on pourra faire quelques questions. Un des tips, c'est quand vous dites non à la personne, il y a la règle, les gens disent du sandwich, oui, non, oui, c'est juste comme ça, la personne, elle oublie le non. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis d'accord avec la méthode du sandwich, mais pour d'autres raisons. En fait, c'est hyper important que vous dites à la personne oui, j'aime notre lien ou je veux continuer à garder notre relation, ou n'importe quoi. Oui, je suis motivée, on verra avec les exemples, pour pas que la personne, effectivement, ait l'impression que vous la rejetiez ou autre. Ensuite, vous dites non en respectant l'autre, vous dites non, vous ne pouvez pas. Et troisièmement, le troisième oui, il est pour ouvrir sur autre chose, et ça veut dire donner une alternative à la personne. C'est-à-dire, vous dites non à une demande spécifique, comme je vous l'ai dit, mais vous ouvrez avec une alternative. Exemple, une amie vous demande, elle va déménager le week-end prochain. Une amie, mais très très chère, qui compte beaucoup pour vous, elle vous demande,
écoute, je suis en panique là, je déménage le week-end prochain, je me rends compte que je n'arriverai jamais à faire ça toute seule ou avec quelques amis. Est-ce que tu pourrais est-ce que tu pourrais m'aider à déménager? Non, week-end prochain, vous ne pouvez pas. Vos parents vous viennent vous rendre visite. Vous avez déjà planifié quelque chose ou vous avez besoin de vous reposer parce que sinon, vous n'allez jamais pouvoir faire votre semaine de travail. Donc, c'est important pour vous de dire non, pour dire oui à quelque chose d'autre. Et en même temps, vous voulez l'aider. Donc, vous lui dites oui, tu es une amie très chère pour moi. C'est le genre de service que j'aimerais te donner. Non, je ne peux pas t'aider ce week-end. Mes parents viennent ou vous dites ce qui est vraiment important pour vous sans rentrer dans un truc de justificatif d'une tonne. Et ensuite, vous lui proposez une alternative. Par exemple, je suis complètement disponible pour toi le week-end d'après pour ouvrir tes cartons dans ta cuisine ou pour t'aider à t'installer. Voilà, je vais terminer là-dessus. Alice, parce que j'aurais peut-être d'autres choses à dire, mais comme ça, au moins, il y a le temps pour les questions et je peux parler d'autres choses, avec d'autres exemples et d'autres choses. Mesdames, alors d'abord, Géraldine, merci. J'ai oublié de donner le nom de ta boîte, ça s'appelle Awen, parce que normalement, je le fais à chaque fois, hein, donc voilà. Vous pouvez aller sur Internet, regarder ce qu'elle fait, ou pas, enfin, ce que vous voulez. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, vas-y. Bonjour à toutes, bonjour Géraldine. Déjà, un grand merci parce que j'aurais voulu qu'on fasse ça plus tôt, ça m'aurait peut-être évité une dizaine de séances de psy. Donc, j'ai appris plein de choses et je trouve que petite animation juste avec des visuels hyper simples, c'est hyper parlant, donc merci. J'avais peut-être juste une question. Est-ce que tu aurais des trucs et astuces tout simples du quotidien pour justement poser ses limites? Est-ce qu'il y a des outils, des petites choses qu'on peut trouver même sur Internet pour se dire bon, bah, comment je fais ces choix, où est-ce que je pose mes limites pour justement être capable de dire oui, enfin non, oui, oui, quoi. Là, je reviens sur, en fait, votre non sera beaucoup plus facile à dire et encore une fois, s'il n'est pas certain, c'est-à-dire dans le sens où il n'est pas ancré et affirmé, parce qu'il est lié à un sentiment de culpabilité, l'autre va le sentir. Donc, si l'autre est bienveillant, il ne va pas insister. Si l'autre est un peu manipulateur ou il sent que voilà, ben, il va insister, puis vous allez craquer. Donc, c'est comment, en fait, être complètement OK avec cette limite et enlever cette culpabilité. On pourra discuter par rapport à vos peurs. Mais par contre, c'est pour que ce soit facile pour vous, c'est vraiment ancrer votre oui. Donc moi, par exemple, je vais vous donner, alors c'est une limite, mais j'ai eu beaucoup de mal à lâcher mon coworking là que j'avais parce que je l'aimais beaucoup, mais il me coûtait trop cher par rapport à, bref, mais j'ai fait la liste de pourquoi j'avais dit oui à ce truc-là. Et là, je me suis mis mon truc, je dis non à ce coworking pour pouvoir, par exemple, faire des économies pour pouvoir partir en vacances. En fait, je vous invite vraiment, par rapport aux limites, vous pouvez le dire, parce que si vous dites j'ai dépassé ma limite, en fait, en général, le problème, c'est que si vous dites l'autre type, ce serait en fait de ne pas attendre trop longtemps de dire non, parce que sinon, le moment où vous allez vraiment, vraiment vouloir l'exprimer, parce que ce sera sous forme de l'émotion de la colère, là, effectivement, ce n'est pas une limite qui va être respectueuse. Elle n'est pas respectueuse pour vous, parce que vous avez attendu trop longtemps. Et elle sera dit avec l'émotion de la colère. Donc, l'autre va recevoir cette colère et du coup, vous allez peut-être avoir en face aussi une émotion désagréable. Et c'est là où on arrive à, en fait, sur le schéma, si vous voulez, on est un peu dans une société binaire. Enfin, moi, j'ai été un petit peu éduquée comme ça, où c'est soit l'un, soit l'autre, un peu le gagnant-gagnant, en fait. Et à partir du moment où on se dit, les deux peuvent avoir leur espace, du coup, et que chacun a le droit d'avoir son espace du oui, et chacun a le droit d'avoir ses limites, on est déjà dans une autre ouverture. Mais j'insiste, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais vraiment chacune le fait comme elle a envie, ça peut être dessiné, ça peut être écrit, mais de vraiment clairement de vous redire qu'est-ce qui est important pour vous. Et donc à chaque fois que vous dites non pour quelque chose, c'est je dis non à cette demande spécifique pour pouvoir dire oui, par exemple, à quelque chose qui est très important. Aussi, ça dépend comment vous organisez votre journée, ça dépend quel est le type de demande. Un autre exemple plus professionnel, celui-ci, si par exemple votre chef ou une collègue ou une patiente, enfin voilà, tout dépend de votre mission actuelle et de votre métier actuel, il vous demande de travailler le week-end, ce qui déjà est hors contrat, ou un patient, une urgence, quelque chose qui est en dehors, en fait, on va dire, des heures de travail classiques. Et là, pareil, soit vous dites je ne peux pas
c'est facile, vous avez des obligations familiales, donc vous avez une vraie excuse, mais vous pouvez très bien dire aussi que vous avez besoin de décrocher pour recharger vos batteries. Les femmes qui ont des enfants, moi je sais que ça m'est arrivé, c'est beaucoup plus facile par exemple de quitter mon travail plus tôt pour aller chercher ma fille à la crèche, alors que si j'avais pas eu ma fille, peut-être que ça aurait été plus difficile de mettre ma limite. Donc c'est à vous de trouver aussi les informations qui sont bonnes pour vous pour la limite. Mais donc vous dites oui à ce qui est important pour vous, vous dites non à votre chef en disant je ne peux pas travailler ce week-end. J'ai besoin de décrocher pour recharger les batteries ou j'ai besoin de ce week-end, il est important pour moi pour voir telle personne, sans rentrer dans trop de détails, comme je vous ai dit, parce que si vous justifiez, c'est une espèce d'entrée et la personne va aller gratouiller là-dessus et puis ça veut dire que vous culpabilisez. Mais par contre, c'est important de finir par confirmer votre engagement pour l'entreprise, par exemple, ou pour votre passion. Encore une fois, ça, on le néglige assez souvent. C'est que recevoir un non, effectivement, c'est jamais agréable. Mais si la personne vous dit tu es une amie qui compte très cher pour moi, ou si votre chef entend j'adore ce que je fais, ce boulot est très important, j'aime beaucoup la mission de mon entreprise, ou je suis dévouée, ou voilà, et je travaillerai là-dessus la semaine d'après dans mes heures de travail, la personne, elle est rassurée aussi. Parce que autant vous pouvez vous dire et commencer à interpréter, à extrapoler à la place de l'autre, oh là là, il va se sentir mal, il va croire que je le rejette, ou elle le rejette, ou que il ou ne compte pas pour moi, ou que je ne suis pas professionnelle parce que je ne travaille pas plus qu'il ne le faudrait, etc. Autant c'est important aussi pour l'autre personne, finalement, pour éviter ça, de la rassurer. Parfois, on oublie de dire ça. Donc ça, ça fait partie de cet autre type qui peut faciliter de dire ses limites. Merci beaucoup. Une autre question, je regarde. Nathalie, puis Lydia. Ah bah oui. Ah, pardon. Rebonjour. Tout à l'heure, vous avez cité les 5 programmations, je sais pas quoi, il y avait fait plaisir, et c'est quoi ce concept? En fait, je connais pas. Oui, alors vous pouvez regarder sur Internet, hein, donc c'est 5 drivers en anglais, mais sinon c'est messages contraignants, vous pouvez les trouver aux petites voix. En fait, avec ces 5 messages, donc c'est fait plaisir, sois forte, si on met au féminin pour aujourd'hui, sois parfaite, dépêche-toi et fais des efforts. D'accord, ok. Moi, je l'ai fait pendant ma formation et ça a été parce qu'il y a un test en fait on fait en 10 minutes. Si ça vous intéresse, je ne sais pas si vous pouvez le trouver sur Internet, mais c'est facile à faire. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. En 50 questions, parce qu'il y a 10 questions pour les 5, on a nos tendances et on voit très très vite nos conditionnements. Parce qu'en fait, du coup, en fait, ces petites voix, vous ne les avez pas forcément tout le temps. Mais ce qui se passe, c'est qu'on les a développées souvent quand on était enfant. Donc, en fait, c'est vraiment quand on est en stress. En fait, vous savez, vous vous rendez bien compte, il y a des moments où vous êtes en mode réaction et pas en mode réponse. On est en mode réaction quand on dit justement oui à la place alors que vous voulez dire non. C'est que votre cerveau, il est en mode survie. C'est vos petits cerveaux reptiliens là qui dit bip, 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 système alarme. Et donc, ces 5 voix-là, elles sont importantes de savoir si vous en avez 1, 2, 3 ou 4, 5 dominantes. Moi, j'en avais 4 dominantes. Hein. Ça a été vraiment la révélation. Après, c'est des cadeaux, ces petites voix aussi, parce que vous imaginez, sois parfaite, dépêche-toi, voilà, faire tout très bien, très vite, hyper performante, ça c'est sûr. Donc ça m'a aussi drivé dans un bon sens. Mais par contre, je sais que sous stress, ça peut me conduire sous des comportements qui me desservent. Donc ça, c'est hyper... En fait. C'est ça, exactement. C'est tout l'idée du coaching. Donc là, moi, mon intention aujourd'hui, c'était que vous ayez des prises de conscience, de semer des petites graines en un temps record. Et après, pour vous, c'est d'approfondir vraiment ce qui se cache derrière la difficulté de dire non. Encore une fois, que vous soyez aussi sympa avec vous-même, que vous vous dites « Ah ben, il y a des fois, j'ai reçu dire non. Il y a des fois, c'est plus compliqué, mais ce n'est pas tout le temps, déjà, que vous ne les généralisez pas. Et que vous travaillez vraiment sur ce que j'appelle l'espace du oui. C'est quoi qui est important pour moi? Comme ça, vous dites, à chaque fois, vous dites non à quelqu'un. Moi, parfois, je sais que je vais avoir du mal. Je mets un petit post-it, je le mets sur mon écran et je le vois. Je dis non à ça pour pouvoir faire ça. Ça paraît bête, hein, mais comme il faut déprogrammer un programme qui est là par défaut, il faut répéter l'opposé de ce qu'on ferait, en fait. Il faut se le réancrer dans le sens. Après, bon, là, c'est un peu compliqué, mais je travaille beaucoup avec le corps, avec l'intelligence corporelle, parce que du coup, avec mes clients, j'observe comment ils disent non avec leur corps. En fait, on n'utilise que le langage non verbal dans un premier temps.
pour voir comment le non, il est affirmé ou pas. Parce que la personne aussi, en face, on est tous des êtres humains, il y a 2/3 de la communication qui passe par le langage corporel. Après, avec l'écrit, c'est un peu plus facile aussi, je trouve, avec les emails pour dire non, parce que vous avez le temps de l'écrire, de le reformuler, voilà. Donc ça, c'est un autre tips aussi, c'est que si vous sentez que vous n'y arrivez pas, vous avez le pouvoir de la pause, en fait. Alors, si c'est un truc hyper important, comme prise de poste, décision hyper importante pour toute votre vie, que vous sentez qu'il y aura un vrai impact, vous avez le droit de prendre, je ne sais pas, une semaine, enfin, à vous de définir, mais vous avez le droit de prendre 24 heures aussi. Si quelqu'un vous demande quelque chose d'important, j'ai tendance à dire, vous pouvez très bien dire, ah, c'est une demande hyper importante, donc la personne en plus va être contente de réaliser que vous prenez ça important, laisse-moi 24 heures pour réfléchir. Mais ça peut être aussi 1 minute. Ça peut être aussi, vous faites une inspiration, une expiration, ça veut dire que vous avez déjà pris de la distance et vous n'êtes plus en mode réaction. Vous avez déjà fait une mini-pause, en fait, pour vous dire, là, c'est quoi qui est en train de se jouer pour moi? Est-ce que c'est ma petite voix fait plaisir? Voilà. En tout cas, sur la petite voix fait plaisir, vous pouvez déjà trouver des trucs sur Internet. Si jamais vous ne trouvez pas, vous me dites. Lydia. Alors, je ne sais pas si on entend. On vous entend pas. Ah si, ça y est. Non, moi, je n'entends pas. Non, on vous entend pas. Sinon, en attendant... non, Lydia, on ne vous entend pas. Vous pouvez peut-être l'écrire, votre question. Oui. Et en attendant, à moins qu'il y ait d'autres questions. Moi, j'aime bien... Oui, moi, j'ai une question. Oui, vas-y, Alice. En fait, on parle de répondre non. Mais en fait, parfois, on devance même des désirs où on s'auto-met dans des situations pas possibles auxquelles on dit... En fait, on dit oui, mais on ne répond pas, en fait. Il n'y a pas eu de demande. Ah oui, ça c'est très bien de le dire. Quand je disais tout au début, vous vous souvenez sur le schéma, déjà ce qui peut vous aider, c'est que vous dites pas non à une personne ni à la relation, mais à une demande spécifique. Ça veut dire qu'il y a eu une demande. Donc comme on peut être aussi en mode sauveuse, surtout dans la santé, parce que voilà, on est animé par aider l'autre et sauver l'autre, et voilà. S'il n'y a pas de demande, demandez-vous effectivement, est-ce qu'il y a une demande ou que c'est moi là qui, c'est mon conditionnement ou ma programmation de sauveuse qui veut aider l'autre alors qu'en fait, il n'a rien demandé. Oui, oui, tout à fait. Merci pour ce point, Alice. Il faut qu'il y ait une demande. Alors, je ne sais pas si du coup, Lydia, je crois qu'elle est en train d'écrire. Un exemple de nom célèbre qui a eu un impact, par exemple, historique que j'aime bien donner, le fameux nom de Rosa Parks, le 1er décembre 1955. Vous savez, cette noire dans un bus qui a dit non, je n'irai pas au fond du bus. Ce nom-là, ça me fait des frissons à chaque fois que je le dis, ce nom-là a changé le cours de l'histoire par rapport à l'autorisation des Noirs, et après, ça a Martin Luther King. Enfin, il y a eu tout un mouvement, en fait. Mais ce premier nom, cette limite-là, elle a changé le cours de l'histoire. Après, il y en a une autre qui est un peu moins connue, que j'aime bien aussi. C'est une petite anecdote, mais j'aime bien la dire. C'est aussi, il y a assez longtemps, en 1965, encore aux États-Unis. En fait, c'est un économiste, Ken Galbraith, qui faisait la sieste chez lui, et le téléphone sonne, et c'est le président des États-Unis, Lyndon Johnson à cette époque, qui appelle. C'est la femme housekeeper, donc femme de ménage ou intendante qui répond, qui prend le téléphone. Et elle répond, elle dit, il fait la sieste. Et il m'a donné l'ordre très strict de ne pas le déranger pendant sa sieste. Le président des États-Unis, ou le bout du téléphone, dit, mais je suis le président des États-Unis, réveillez-le. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle l'aurait dit, parce qu'après c'est une anecdote. Je suis désolée, mais je travaille pour M. Galbraith, pas pour vous. Voilà, à réfléchir. Et en fait, quand on dit souvent le non, on a peur de manquer de respect, etc., c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'elle a énormément... Après, la petite anecdote dit que le président voulait que cette femme travaille pour lui. Parce qu'en fait, elle était tellement dans son oui hyper ancré, et de ce qui était important, c'était du coup Ken Galbraith, qu'en fait, il avait beau être le président des États-Unis, d'abuser quelque part de son pouvoir des États-Unis, elle était vraiment droite dans ses bottes, et elle était complètement en respect de sa mission, en fait.
Donc, elle n'a pas été influencée par ça. Alors, Lydia pose une question. Quid de la relation mère-fille? Une mère aimante qui dit toujours oui, une fille qui grandit mûrie et qui s'oppose toujours à toute demande simple de sa mère. Oui, alors, D'abord, une mère aimante doit-elle dire toujours oui? Fais-moi déculpabiliser un peu, Géraldine. bah, en fait, là, du coup, j'ai quand même envie de vous remettre mes deux schémas. Vous savez, les deux scénarios extrêmes. C'est-à-dire que si vous dites toujours oui, pour moi, c'est pas un scénario vivable en termes d'identité de l'une ou de l'autre. Une mère qui dit toujours non, pareil, en fait. C'est-à-dire que il y a un équilibre à trouver pour. Alors, ça dépend aussi de l'âge aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que si, par exemple, moi, je sais que pour ma fille, parce que c'est un super beau sujet, hein, merci Lydia de l'amener, parce que parfois on dit non et amour. Voilà. Et là, c'est vrai que j'ai juste envie d'enlever la culpabilité, de se dire, oui, parfois on dit oui parce que voilà, c'est l'amour. Mais l'amour peut être aussi de dire non. Dans le sens où, si c'est pour la sécurité de l'enfant, par exemple, moi je sais que pour ma fille, c'était, et les enfants, vous savez, hein, sont très très bons négociateurs. Et ce que j'ai pas dit aussi pour le non, c'est que pour vous, pour la limite, vous avez le droit de dire non une première fois, mais si la personne insiste, vous avez le droit de dire non, mais exactement la même phrase que vous avez dit, c'est-à-dire le disque rayé, ce que j'appelle le disque rayé. Les enfants sont hyper forts à ça pour le disque rayé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc la première fois d'ailleurs, et d'ailleurs, pour illustrer le fait que le sujet du non est hyper important et du non et du oui pour notre identité, vous savez, vers 2-3 ans, si vous avez des enfants, vous avez bien compris que les enfants ont compris le pouvoir du non. Ils disent non pour tout. Non, non, non. Ils ont compris qu'il y avait un impact énorme. Donc, pour venir à ça, le non peut être associé à l'amour aussi. Je pense qu'effectivement, en fait, l'enfant a besoin, moi ce que je disais pour ma fille, l'enfant a besoin d'un cadre. Il a besoin, c'est une sécurité pour lui. Il a besoin de savoir que c'est pas infini. L'infini peut être hyper déstabilisant. Il a besoin aussi d'un socle. Un parent est là pour moi. Alors là, peut-être c'est un petit peu du, comment dire. Là, c'est pas du conseil, mais c'est vraiment ma vision des choses. Donc ça ne regarde que moi. Vous prenez ce que vous voulez de ça. Mais un parent est là comme un ancrage, si vous voulez, ou qui va permettre à l'enfant. L'enfant peut aller voir ailleurs. Si moi, je suis un arbre, si vous voulez, l'enfant ou un nid, l'enfant peut aller sortir du nid, faire ses propres expériences et revenir. Donc, il a besoin d'une sécurité pour savoir qu'il peut revenir. Pour moi, par exemple, pour ma fille, j'avais cette image de cadre. La grosse question, c'est quoi la taille du cadre? Enfin, la taille de l'espace. Pour certains parents, ce que l'enfant peut faire est très petit. Pour d'autres parents, ce que l'enfant peut faire est très, très grand. Moi, je sais que, par exemple, pour la sécurité, l'espace de la sécurité, le cadre était... là, elle savait que c'était un non. Un autre exemple que je peux vous dire d'un bouquin d'un pédiatre hyper célèbre qui s'appelle Aldo Naori, peut-être vous avez entendu parler. Et un de ses bouquins, un truc qui m'avait énormément... Alors, c'était un pédiatre passionné, il allait même chez ses patients. Et il y avait une patiente qui l'avait appelé, qui dit, je n'en peux plus, venez chez moi, c'est le bazar, mes enfants, je n'arrive plus à les contrôler, c'est n'importe quoi, venez chez moi. Donc, il va chez cette patiente, il visite les pièces, le salon, et effectivement, c'est dessiné au mur, il y a des traits partout, enfin, ça a l'air d'être le bordel pas possible, elle lui fait visiter toutes les pièces. Et puis, à un moment, il y a une pièce, et la bibliothèque, et là, c'est nickel. Et donc, il lui dit, mais là, là c'est bien, là. Ah ben oui, mais là, c'est vraiment non. Et elle avait tout dit. Ça veut dire que dans les autres pièces, elle avait dit non, alors que dans cette pièce, son non devait être forcément différent. Donc, c'est pour ça aussi, c'est pour amener le non. Et pour une mère et sa fille, je pense que c'est vraiment très, très personnel. Ça, et encore une fois, peut-être que vous devez sentir... Et l'adolescente qui est toujours en mode rebelle, moi je suis passée par ça aussi, ma fille qui a 16 ans, ils ont besoin pour leur construction, donc ils l'ont fait vers 2-3 ans, non, 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 ils le refont à l'adolescence. En fait, le fait de dire non, comme c'est vraiment un pouvoir, en tout cas, comment dire, excuse, c'est en fait une limite de sa personnalité, ça fait partie intrinsèque de qui on est. Ça arrive dans des moments de sa vie hyper importants. Donc petit,
adolescente. Et comme moi, ma fille, par exemple, elle me disait toujours oh, « Maman, t'es la plus belle, la plus intelligente, voilà, t'es la meilleure maman. » Et tout d'un coup, mais en pouf, c'était l'inverse. Ah, mais t'es moche, mais tu t'habilles comme si. Enfin, elle me disait vraiment mais des trucs hyper durs, hyper violents. Donc, en fait, c'était un rejet parce qu'elle avait besoin de se désindividualiser de moi. Autant avant, c'était je veux être comme ma maman. Autant après, c'est je veux être différente de ma maman. Donc, pour pouvoir être différente de ma maman, je rejette tout en bloc. Et après, il y a l'équilibre qui revient. Mais on passe par des extrêmes. Donc, ça peut être hyper déstabilisant pour les parents. Moi, la première, ça a été hyper, hyper déstabilisant. Mais après, encore une fois, ce que j'aime bien dire, et en étant dans le mouvement et en aimant les mises en mouvement, rien n'est figé dans la vie. Rien n'est figé. Et ce sera le mot de la fin. Enfin, Car nous avons dépassé d'1 quart d'heure notre tips. oh là Donc, là. voilà. Bon. Si vous voulez que Géraldine refasse un tip sur un sujet, etc., vous nous le demandez. Si vous voulez la contacter, il y a la plateforme des femmes de santé qui est là pour ça. Elle est aussi sur les réseaux. Enfin bref, on vous mettra en contact si besoin. Je te remercie beaucoup. Je vous remercie à toutes d'être venues. J'espère que vous avez eu des réponses, mais c'est vrai que du coup, on va un peu bosser toutes un peu sur nous-mêmes et notre petit espace du oui avec notre petite membrane cellulaire autour de nous. Ou du grand. Ou du grand. Ouais, c'est ça, grande, voilà. En tout cas, merci mesdames de vous être loguées. J'espère que vous saurez dire oui ou non à certaines choses. En tout cas, moi, ça vient de m'éclairer sur plein de points, perso et pro. Merci beaucoup.